selon la couleur de responsable dans la vraiment que chacun va savoir chacun ces valeurs-là. Mais ça peut se rappeler, il y a quelques années, dans le secteur de Montréal, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Chichas. Depuis 40 ans, le Centre Louise-Amélie offre refuge, écoute et espoir aux femmes victimes de violences conjugales en Haute-Gaspésie. Alors que l'organisme célèbre 4 décennies de service, il inaugure 13 nouveaux logements de deuxième étape pour accompagner les femmes dans leur reconstruction à long terme. On discute de cette avancée essentielle, mais aussi de l'évolution de la violence conjugale, du rôle vital des maisons d'hébergement et des défis toujours bien présents. Pour en parler, on reçoit Monique Caron, directrice du Centre Louise-Amélie. Le Centre Louise-Amélie, c'est une maison d'aide et d'hébergement qui accueille les femmes violentées dans un contexte conjugal et leurs enfants à Sainte-Anne-des-Monts et qui dessert la MRC de la Haute-Gaspésie. Le centre a été incorporé en 1985, donc fête, c'est une façon de le dire, mais souligne 40 ans de service cette année. Je pense qu'on peut se réjouir qu'il y a des services pour les femmes. On ne pourra jamais se réjouir des violences qui leur sont faites, notamment les violences conjugales. Et le projet, on a caressé pendant plusieurs années un projet d'aide et d'hébergement de deuxième étape qui vient de voir le jour finalement. Après vraiment là, plusieurs années de mise sur la glace parce qu'il n'y avait pas de financement et tout ça, puis après tous les dédales administratifs que ça entraîne et tout, mais on est très, 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 très heureuse de pouvoir offrir là, 13 unités d'hébergement pour les femmes de notre communauté. Et là, justement, vous parlez de 40 ans. Avec le recul, l'expérience, est-ce que peut-être juste faire un état de la situation dans notre région? Des fois, quand on n'est pas vraiment concerné par cette situation, on pense, on ne sait pas trop ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau des violences conjugales. Comment est-ce que vous décririez l'état de la situation de la violence faite aux femmes, mais aussi dans le temps? Est-ce que c'est quelque chose qui va de pire en pire ou est-ce que c'est quelque chose qui s'améliore? Comment vous le décririez? Ben, disons, moi, quand je suis arrivée au Centre Louise-Amélie, c'est sûr que le nombre de femmes qu'on accueillait était moins élevé. Ça ne veut pas dire qu'il y avait moins de violence, évidemment, à ce moment-là, mais au fil des années, les services se sont beaucoup développés. Il y a eu beaucoup de sensibilisation de fait. Il y a eu, entre autres, de grandes campagnes de sensibilisation gouvernementale. Les maisons d'aide et d'hébergement sur le territoire aussi ont toujours été quand même très présentes, donner de la formation, faire de la sensibilisation et tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les violences sont mieux connues. Moi, à l'époque où j'ai commencé, dans les années 80, ce qui me rajeunit pas, d'ailleurs, je tombe dans la retraite là, presque au moment où on se parle, mais même si je n'ai pas atteint l'âge de la retraite, je tiens quand même à le dire, mais les femmes qui appelaient beaucoup au moment où elles craignaient pour leur vie, pour leur sécurité, subissaient des violences physiques. C'était beaucoup ça à ce moment-là. Alors qu'aujourd'hui, avec toute l'information qui a été donnée, il faut continuer de faire de la sensibilisation, là. Mais maintenant, les gens, les femmes notamment, sont mieux en mesure de reconnaître que les autres manifestations de violence, les violences verbales, psychologiques, violences sexuelles, oui, ça peut exister à l'intérieur du couple, tout ça, le contrôle coercitif, donc vont demander de l'aide, peut-être dans plusieurs cas, un peu plus rapidement, ce qui est une très bonne chose. On sait que les violences conjugales s'installent de façon sournoise. C'est sûr que au moment des premiers rendez-vous, par exemple, si le conjoint traitait madame de tous les noms, puis il la traitait de bonne à rien, puis l'agressait physiquement, je veux dire, elle se sauverait en courant. C'est pas comme ça que ça s'installe. Ça s'installe tranquillement avec du contrôle, des tentatives de l'isoler. Tu sais, oh, tes amis, ils ont une mauvaise influence. Oh, tu les vois souvent. Moi, je veux être avec toi. Fait que ça peut être vu comme, mon Dieu, il m'aime beaucoup. Tu sais, il aimerait ça qu'on soit plus ensemble et tout. Mais c'est parfois une façon de faire le vide autour d'elle.
Et plus elle est isolée, plus ça deviendra difficile de demander de l'aide, d'être crue aussi dans ce qu'elle vit parce que les gens la voient moins et tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui a évolué dans le bon sens, en ce sens où les femmes n'attendent plus nécessairement d'être violentées physiquement pour demander de l'aide. Mais ça existe encore des dames qui vont appeler pour dire, oh, ça va pas bien, tout ça, j'aimerais parler de la situation. Elle n'identifie pas de violence. Mais lorsqu'on discute avec elle puis qu'on lui dit, ben ça, ce que tu me racontes, ça porte un nom, c'est de la violence psychologique. Comment qu'est-ce que tu ressens dans ce moment? Est-ce qu'il y a des choses, des pertes que tu vois au niveau de tes relations? Ça peut être au niveau financier, tout ça. Donc, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de sensibilisation qu'on reconnaît d'emblée que ce que je suis en train de vivre, ce sont des violences, mais on les reconnaît, je pense, un peu plus en amont. Ce qui fait que au Centre Louise-Amélie, comme dans les autres refuges de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, euh, le, le volume d'hébergement, si je peux dire, est plus élevé qu'il l'était dans les premières années, évidemment, en raison de cette meilleure connaissance-là de la problématique. Puis heureusement, on a quand même on est sur un grand territoire, mais on a quand même la chance, si on veut, d'avoir un territoire bien desservi parce qu'il y a quand même 5 maisons d'aide et d'hébergement pour la région Gaspésie de la Madeleine. 5, justement, en raison de l'étendue du territoire, parce que ça n'aurait pas de bon sens qu'une dame doive parcourir 300 kilomètres pour recevoir de l'hébergement, là. Et puis, ce qui est important de dire aussi, c'est que les maisons d'aide et d'hébergement, ça va bien au-delà de l'hébergement. Les femmes peuvent demander des services sans recourir à l'hébergement aussi. Il y a des dames qui ne souhaitent pas l'hébergement, qui sont pas prêtes à ça ou qui ne voient pas la nécessité. Mais elles peuvent quand même avoir accès à de l'aide individuelle, à des ateliers, des consultations de groupe, à de la défense des droits, de l'accompagnement, que ce soit pour les démarches judiciaires ou autres. Donc, tout le grand parapluie de services, si on veut, existe, qu'on soit hébergé ou non. Et on peut venir évidemment en hébergement avec ses enfants et les enfants aussi peuvent recevoir des services en externe, ou puis il y a des services aussi qui se poursuivent, qui sont offerts après l'hébergement, parce qu'en hébergement d'urgence, comme le Centre Louise-Amélie ou comme l'EDEL, là, plus près de vous, c'est de l'hébergement court terme. Donc, on parle de quelques jours à 3 mois. Et quand on a vécu des violences pendant plusieurs mois, plusieurs années, en quelques semaines ou en 2 ou 3 mois, on peut pas on peut pas tout réorganiser notre vie, retrouver confiance en soi, rebâtir son estime. Donc, c'est là, entre autres, que les maisons de deuxième étape deviennent un beau filet de sécurité aussi pour ces femmes-là, pour la continuité de leur cheminement. Est-ce que donc c'est ça la différence entre les hébergements de première étape et de deuxième étape que vous avez nommés? Parce que les nouveaux logements qui viennent d'être présentés à Saint-Anne-des-Monts, c'est de deuxième étape, c'est bien ça? Oui, c'est de l'hébergement de deuxième étape. Les maisons de deuxième étape, il y en existe ailleurs au Québec. Et pour la Gaspésie, les îles, on est le troisième refuge qui a développé ce service-là. Il y a un service qui existe à Maria depuis plus de 20 ans. À Gaspé, c'est plus récent, à peu près 2 ans. Et puis nous, ben c'est tout frais, là. Ce service-là s'inscrit dans le continuum des services en violence conjugale. En première étape, la dame arrive, elle est plus souvent en état de choc, si on veut, là, suite aux violences qu'elle vient de subir. Et souvent, la décision pour la suite des choses n'est pas nécessairement prise à ce moment-là. Souvent, au moment où elle arrive, elle ne veut plus rien savoir du monsieur parce que là, elle a eu peur et tout ça. Mais on sait un peu là, comment ça fonctionne, les promesses de changement arrivent et tout. Donc, il y aura dans plusieurs cas quelques ruptures avant la rupture finale. Parce que la rupture finale va normalement arriver quand elle n'a plus espoir que ça change. Donc, les promesses vont gagner en importance, si on veut. Tu sais, je recommencerai plus, puis là, ben, je vais aller en thérapie. Puis, tu sais, parce qu'à mesure que ça se répète, il faut en mettre un petit peu plus pour que madame le croie.
lorsque la décision est prise de rompre de façon définitive, malheureusement, la violence ne cesse pas nécessairement. C'est ce qu'on appelle les violences conjugales post-séparation. Donc, toutes les formes de violence peuvent continuer, mais il y a beaucoup de harcèlement. Le monsieur ne lâche pas prise, va la suivre. Les enfants vont, lorsque des enfants, les enfants vont devenir parfois là, un moyen de chantage, si on veut, ou d'essayer de se mettre un pied dans la porte parce que si monsieur a, s'il y a un échange, s'il y a une garde partagée ou tout ça, au moment des échanges de garde, ben, on conseille aux dames de proposer un milieu neutre où il y a des gens. Tu sais. Et il y a d'ailleurs plusieurs municipalités qui ont développé les zones neutres qu'on appelle là, pour ce genre d'échange entre les deux parents pour éviter que madame se retrouve en situation de danger ou subissent là, des pressions, des menaces, tout ça. Donc, la maison deuxième étape, comparativement au refuge d'urgence, offre un hébergement sur une durée plus longue, pouvant aller jusqu'à 2 ans. En première étape, le service est gratuit, alors qu'en deuxième étape, on parle d'une unité d'hébergement pour laquelle la dame paie un loyer, si on veut, là, mais qu'on souhaite abordable et tout ça. Puis celle qui existe, là, le portrait, c'est vraiment, on mise pour des loyers abordables. Et elle peut être là jusqu'à 2 ans. Donc, euh, se rebâtir, parfois ça va être un retour aux études, retourner sur le marché du travail, finaliser les démarches légales et tout ça, ben on a un plus grand plus grand laps de temps pour le faire, ce qui est nécessaire. Comme je le disais, ben après plusieurs mois, plusieurs années de violence, quand on est démoli, des fois, il faut se ramasser à la petite cuillère, comme on dit. Donc, ça prend quand même un certain temps. Il y a donc des services qui sont offerts sur place, là, d'aide individuelle, des activités de groupe, l'accompagnement, tout ça existe aussi dans les services de deuxième étape. Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu les nouveaux logements que vous venez d'inaugurer? Est-ce que ce sont considérés comme des appartements? Est-ce que c'est déjà fourni? Enfin, je veux dire, juste pour avoir des détails un peu plus Oui. techniques. Oui. On dispose de 13 unités d'hébergement qui vont du studio au 5,5, donc selon le format de la famille. Euh, on a choisi de les offrir entièrement meublés. Là, pour le moment, écoutez, c'est extrêmement beau, tout est neuf et tout ça. Les meubles sont neufs et tout. On a pu compter sur l'aide de différentes fondations pour les meubles. Donc, c'est vraiment très, très, très beau. Puis, on est content de pouvoir offrir à ces femmes-là quelque chose de beau. C'est nécessairement, oui, sécuritaire. Et aussi, on a fait le choix que ce soit entièrement adapté pour les personnes à mobilité réduite. Donc, tout est très, très... je pense qu'on répond vraiment à un besoin. Il faut dire aussi que on vit une pénurie de logements partout au Québec, puis notre région échappe pas à ce problème-là. Et le manque de logements, c'est pas sans conséquence sur les situations de violence conjugale et je vous explique. La dame qui arrive en hébergement et fait le choix ou voudrait faire le choix de rompre, parfois elle a beaucoup de difficultés à se trouver un logement. Donc, les alternatives qui s'offrent à elle se rétrécissent et ça débouche parfois par un retour avec le conjoint parce qu'au Québec, c'est difficile de vivre dehors. Hein? Partout, c'est difficile de vivre dehors, mais tu sais, en plein hiver, donc c'est pas, on a besoin d'un toit sur la tête. Donc, certaines vont retourner avec le conjoint. D'autres vont aller en colocation, mais euh, c'est pas toujours une formule gagnante non plus. D'autres vont aller chez des proches de la famille. D'autres vont se faire plus rapidement un nouveau conjoint pour répondre à ce besoin-là d'avoir un toit sur la tête. Et certaines vont glisser vers l'itinérance cachée. Donc, c'est vraiment un problème qui s'est aggravé avec les années, là, le problème de pénurie de logement. Et je pense que les maisons d'aide et d'hébergement de deuxième étape viennent combler ce vide-là. Parce que pour une dame qui est chez elle aujourd'hui, puis qui se dit ça va vraiment pas, puis
Là, j'ai atteint ma limite, là, puis je voudrais m'en aller. Mais quand elle entend dire qu'il n'y a pas de logement disponible, après l'hébergement, je vais où, moi? Fait que ça décourage aussi des femmes de demander de l'aide. Donc, c'est quand même des services qui tombent à point nommé dans une situation qui est la nôtre actuellement où il y a peu de logements, puis elles ont besoin d'un logement qui est abordable, puis souvent qui va être bien situé parce qu'elles n'ont pas toutes une voiture, donc il faut être à proximité des services. Et il faut assurer une certaine sécurité. Alors, parfois, il faut s'éloigner. Tu sais, si ton conjoint est dans l'immeuble d'à côté, ton ex-conjoint, t'es peut-être pas tant en sécurité que ça. Alors, autour des maisons de deuxième étape, existe aussi une notion de confidentialité. Tu sais, l'adresse n'est pas publiée comme celle des maisons de première étape non plus. C'est sûr qu'on n'est pas dans des grands centres urbains. L'anonymat est plus difficile, mais il y a des mesures quand même de sécurité qui sont prévues pour s'assurer que ces femmes-là et leurs enfants sont en sécurité. Et pour terminer, pour les gens qui nous écoutent, si des fois on voudrait justement, on a des questions, on voudrait, des fois ça peut être pour un proche ou pour soi-même concernant ce sujet-là de la violence faite aux femmes, est-ce que on vous contacte vous? Est-ce qu'il y a des organismes qu'on contacte? Comment ça fonctionne? Oui, ben on peut communiquer avec la maison d'aide et d'hébergement de son territoire. Donc, aux Îles-de-la-Madeleine, c'est l'Académie. À Gaspé, c'est la Maison des Delles. Pour la MRC de Rocher-Percé, à Pabot, c'est la Maison Blanche-Morin. Pour les deux MRC de la Baie des Chalards, c'est l'Émergence de Maria. Et en Haute-Gaspésie, c'est le Centre Louise-Amélie. Il existe aussi une ligne provinciale, là, SOS Violence conjugale, qui peut également donner de l'information, référer vers les maisons, donner des conseils et tout ça. Mais il faut jamais hésiter à lâcher un coup de fil à la maison d'hébergement. On est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, peu importe le moment où la dame a 5 minutes peut-être où elle peut parler librement, ben, peu importe l'heure du jour ou de la nuit, il y aura une réponse au bout du fil. Merci beaucoup, Monique, pour votre temps. Merci à vous.